Bon, vendredi les pirates, on prend la décision, puisque c'est la semaine de la décision, et on se prépare pour le live de ce soir, live à 19 heures, je vous rappelle, pour parler de la formation qui est sortie de cette semaine, que vous avez un descriptif de cette vidéo dans les 120 autres formations. Comment prendre les bonnes décisions quand son conjoint est en crise pour ne pas faire de bêtises évidemment et pour ne pas se séparer rapidement. Donc on en parle à 19 heures ce soir. Je vais tenter une nouveau type de vidéo. Vous avez été, enfin un pirate m'a envoyé des témoignages qu'il a trouvés sur internet, sur différents groupes. Et ce pirate-là m'avait dit que, voilà, il m'a fait une confidence, il m'a dit qu'il avait témoigné lui aussi un jour sur ces sites-là. Donc il a eu la gentillesse après le coaching de m'envoyer des liens de sites où il y a des témoignages. Et ben voilà, on va essayer de voir ce que ça donne. On va prendre un témoignage qu'il a choisi lui, et puis on va voir un peu ce que ça donne. Et je vais le découvrir en même temps que vous. Comme d'habitude, les témoignages et les commentaires, je les cours en même temps que vous. D'abord parce que j'ai pas trop le temps de les travailler, mais j'adore aussi ce côté-là. Patate, on découvre en même temps, comme dans les coachings. Bonsoir. Comme bien des gens, je m'étonne de me retrouver à écrire un peu de ma vie à des inconnus. Ça arrive de plus en plus souvent quand même. Je suppose que là, ça aura au moins le mérite de faire sortir un peu de la souffrance que je traîne depuis bien longtemps. Alors oui, si vous avez de la souffrance que vous traînez depuis bien longtemps, alors vous avez déjà la formation sortir du choc traumatique, vous avez aussi les exercices qui sont à l'intérieur, vous avez les fichiers de neurohypnose et vous écrivez avec votre menotte, votre petite main, sur un papier. Une fois que vous avez écrit votre souffrance, vous déchirez, vous brûlez, vous le faites sortir de vous. C'est encore plus efficace que de l'écrire sur les réseaux sociaux parce qu'on l'écrit avec sa petite menotte. Mon histoire a commencé en 2014. J'étais alors marié depuis 6 ans, un homme dont j'étais absolument folle d'amour. Oui, alors là, c'est la fin de la lune de miel. Certainement, vous savez que la lune de miel, ça dure 1 ou 2 ans ou 3 ans parfois, surtout si on fait des enfants. Voilà, donc on a été follement amoureuse pendant la lune de miel. Rien à dire, c'est normal, 100% des cas, c'est comme ça. Et c'est après la lune de miel, est-ce qu'on continue ou pas? C'est là où on devient adulte. Notre vie ensemble fut un moment de bonheur immense, où la lune de miel, on n'a rien à faire, on se comprend, c'est simplement la nature qui nous aide à ne pas voir les défauts de l'autre pour petit à petit pouvoir faire des bébés. Notre vie fut un bonheur immense dans lequel nous étonnions de nous jamais nous disputer. Ben oui, on ne voit pas les défauts de l'autre, donc on ne peut pas se disputer. Vous voyez, nous nous étonnions de ne jamais de. Il faudrait avoir des cours de relations humaines et de couple obligatoires à l'école. Attention, vous êtes à la lune de miel, vous ne verrez pas les défauts de l'autre, tout va être merveilleux. Attention, tout commence après. Est-ce qu'à la fin de la lune de miel, vous allez basculer dans la phase de sécurisation qui va être une forme de dissentation qui va vous permettre de traverser la phase 3 d'exploration, puis aller en phase 4 la meilleure? Ce serait bien si on indiquait ça. Là on se trouve dans une crise existentielle, une crise de couple, on arrive en phase 3, on ne comprend rien. Et là, notre amie, elle s'appelle Lorraine, voilà, s'étonne. Ah, bah, on est étonné, on ne s'est jamais disputé pendant l'une de miel. Alors, je vous rassure, entre pansement et criseux, il y a beaucoup de disputes même pendant la lune de miel. Il fut une évidence pour moi, comme je fus pour lui lors de notre première rencontre 2 ans et demi avant notre mariage. Lune de miel, tout traditionnel. Je pense que c'est une situation qui va aller dans la sécurisation. Nous avons eu 2 enfants ensemble, bien jeunes l'un et l'autre, lorsque nous nous sommes séparés. Et oui, voilà. Donc vous voyez que lune de miel jusqu'à ce que les enfants soient autonomes, entre guillemets, et ensuite, il faut bosser. C'est là que l'on passe la phase de sécurisation ou pas. Ça n'a pas l'air d'être bien engagé pour Lorraine. Tout était merveilleux jusqu'à la naissance de notre deuxième enfant en 2012. Notre petit bout est né avec des problèmes de santé qui ont rendu blanche presque toute une nuit pendant 1 an et demi. Voilà, 1 an et demi, c'est le moment où l'enfant certainement va être un peu plus autonome. Et là, on va commencer à se poser des questions. Moi, je suis un homme ou une femme, donc là, c'est plutôt une femme. Je veux ma liberté, j'ai trop donné, etc. C'est vrai que quand on a un bout de chou qui malheureusement a des problèmes de santé tout petit, ça peut abîmer le couple si on ne fait pas ce qu'il faut, si on ne passe pas assez de temps pour confier une soirée, le bébé à de la famille, à une nounou, etc. Ça va boiter ensuite, je pense. Alors, nous avions fait l'acquisition d'une longère que nous retapions ensemble courageusement, mais dans un inconfort de vie absolu. Alors oui, là, l'enfant malade, les 2 enfants, le boulot plus la maison que l'on retape, c'est le combo traditionnel pour se séparer. On va, toute l'énergie, les finances que l'on met là-dedans vont faire que
on ne met pas tout ça dans le couple et qu'il va y avoir certainement, ça va piquer à mon avis là. Nous vivions avec rien, l'un avec l'autre, notre bonheur aurait été sans nuage, c'est la campagne que nous avions choisie, était moins hostile aux étrangers, voilà, ça y est, la lune de miel commence à se terminer, tout était beau, et finalement, on se renferme sur nous, on ne s'ouvre pas aux gens chez qui l'on va, et on se fait aussi balancer, vous savez, quand on va dans un pays qu'on ne connaît pas, dans une région qu'on ne connaît pas, ben on commence par tendre la main aux autres, à expliquer, à les inviter, etc. Si on ne le fait pas, si on reste dans notre camp, évidemment, hein, les gens en place vont nous prendre pour des sauvages et vont nous laisser à la marge. En 2 ans passés dans ce petit village du Sud, nous n'étions fait que de très rares connaissances, oui. Hein, si effectivement vous aviez des enfants jeunes et vous construisiez votre longère, vous n'aviez pas assez de temps à consacrer aux autres autour de vous, et donc on ne peut pas faire beaucoup de connaissances, vous avez raison. Nous sommes isolés. Sur mon lieu de travail, les relations avec ma supérieure étaient vraiment tendues. Oui, effectivement, hein, si tout va mal dans votre vie, vous voyez, tout va mal finalement. Les gens autour de nous, c'est vraiment des méchants dans le sud de la France. Le manager, il est vraiment très méchant. Ça sent mauvais tout ça. Je me sentais très mal. Ça sent la crise, ça. Tellement mal que j'ai demandé à mon mari de vendre et de retourner vivre en ville. Il a accepté. Et nous avons quitté cette maison dans les mois qui ont suivi. À mon avis, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que quand on est en crise existentielle, qu'on soit à droite ou à gauche, hein, on est toujours en crise existentielle. Lorsque j'ai repris mon activité après mon congé mat, j'ai alors rencontré ma nouvelle équipe et l'homme qui a fait tout basculer. Voilà. Donc l'enfant est autonome, on arrive dans un nouvel élément, on veut de changement et le premier que l'on va rencontrer va être le bon. À partir du moment où la personne va nous donner un peu ce dont on a envie d'entendre, ce dont on a besoin, ça peut suffire pour commencer à faire des bêtises. Le fameux homme qui nous fait faire des bêtises, ou la femme évidemment. Alors, lors de ce congé de maternité, il me semble important de dire qu'un jour, alors que je me prenais mon bébé en poussette, j'ai eu ce sentiment horrible de n'être plus amoureuse de mon mari. Le début de la crise. Mais pourquoi c'est pas plus connu, ces crises existentielles, ces mécanismes? Pourquoi on ne pourrait pas éviter de trouver de la souffrance là-dedans? Vous savez que j'ai traversé ma crise existentielle comme tout le monde, tout le monde la traverse, j'avais 39 ans. J'ai eu la chance de savoir ce que c'était, d'être conscient de la traversée. Donc je l'ai traversé comme tout le monde. Mais au moins, j'ai pas souffert. Si au moins on le savait, là, cette petite dame, Lorraine, aurait pas mis ses enfants en danger. Dit, ah non, je fais ma caisounette, je me calme. Ou si la psy de quartier n'avait pas pu lui dire, je sais pas si elle était voir une psy, j'en sais rien, on va peut-être nous le dire tout à l'heure, elle a dit, attention, madame, ne prenez pas de décision, vous traversez une crise existentielle. Ce serait top. Hein, ça n'empêche pas un kiné de se faire mal à la cheville, mais il sait comment la gérer. Je devine que cela semblera étrange pour bien des gens, mais c'est ainsi. Il m'était déjà arrivé auparavant dans une relation de 4 ans que j'avais vécue lorsque j'étais jeune. Je n'aime plus, c'est ainsi. Vous voyez, la personne se dit même pas, je ne pourrais pas chercher, il n'y a pas un truc normal si au bout de quelques années, je ne suis plus amoureux d'une personne. Elle sera tombée sur la lune de miel. Vous voyez que on se fait auto-souffrir parce qu'on ne veut pas se former. Hein, je souffre beaucoup de ne pas être fort en informatique et pourtant je ne me forme pas. Non, c'est pas vrai. Je me forme pour le minimum qui me va bien, évidemment. Mais voilà, c'est comme je disais, oh là là, j'aimerais trop savoir pourquoi j'arrive pas à écrire correctement, je sais pas quoi. Bien, il suffirait que j'apprenne. Et là, cette petite dame, Lorraine, elle ne se pose pas la question. Ce sentiment connu est donc venu à moi, j'ai été saisi et je crois que j'ai tout fait cela les mois qui ont suivi. Vous voyez, voilà, pendant des mois, hein, elle aurait pu aller sur Internet, trouver la team des pirates et se dire, ah mais ça y est, j'ai compris, ça va. Ah, j'ai coaché hier une personne en crise, elle me dit, heureusement que je vous ai trouvé, maintenant j'ai tout compris. J'ai failli mettre mon couple en l'air. Donc là, on a travaillé sur comment ne pas souffrir pendant sa crise existentielle. Mais ça existe. Donc j'ai donc repris mon travail et j'ai fait la connaissance de ce collègue, un homme cultivé, beau, doux, intelligent. Waouh, l'homme parfait quoi. Immense qualité que je reconnais. Nous avons mangé ensemble pendant des mois sans que rien ne se passe. Il n'était pas très, très amoureux le monsieur. Hein. J'étais dans ma vie de maman, heureuse mais épuisée, happée par la maladie de mon dernier. Rien de grave en réalité. Sa vie n'était pas en danger, mais il avait besoin de soins constants, voilà, donc d'énergie. Je crois me souvenir que ce que je ressentais à l'époque, l'assurance d'être bien dans mon couple. Pourtant, mon mari me dira par la suite que la première année de vie de notre fils a marqué la fin de notre couple. J'étais distante selon lui, prise par mon travail et par mes enfants.
la phase de sécurisation après la lune de miel, tout à fait normal. Là aussi, vous voyez, ils essayent de parler dans le couple, ils essayent d'analyser, mais ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas la chance d'être un pirate. Et donc ça donne, je ne sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, ça va pas donner quelque chose de bien. Je suppose que ces souvenirs sont plus justes que les miens, et je suppose que déjà, à ce moment-là, la routine s'était emparée de moi. Oui, c'est normal, c'est la sécurisation pour élever vos enfants, c'est normal. Après, il y a des méthodes pour que cette sécurisation normale se passe bien. Je n'avais plus besoin de faire l'amour, voilà la sécurisation, maintenant on a procréé, et on va juste élever ses enfants, et pendant qu'on élève ses enfants, on n'a pas besoin de faire l'amour. Euh, je me, il ne me donnait, je me donnais plus pour lui faire plaisir que pour répondre à mes envies. Pourtant, j'étais bien, c'était ma vie, j'avais 2 enfants géniaux, un mari top, même si je n'étais plus amoureuse comme au premier jour. C'est normal, la phase 2, la phase de sécurisation, tout va bien. Là, on devrait être content. Bon, peut-être que le mari il aurait pu faire un petit effort quand même. Bon. Un an après mon arrivée au nouveau lieu de travail, j'ai senti des liens subtils se tisser entre B et moi. C'est pas bon, non. Je ne fais pas ce genre de choses. Je ne conscientisais pas mon attirance. L'idée simple de penser à notre homme comme un mari était simplement impensable, alors je n'y pensais pas. Le blabla, blablabla. Hein, voilà. Pourtant, à mon avis, voilà, c'était que du blabla. Pourtant, je sais, on va voir, hein. Pourtant, je sais aujourd'hui que les choses se tissaient entre nous malgré moi. Ah voilà, le truc, ça m'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus, j'avais pas prévu. Pour tomber amoureux de quelqu'un, c'est déjà difficile, hein, c'est déjà compliqué. Si on veut pas le faire, c'est impossible techniquement. Quand votre monde dit ça m'est tombé dessus, c'est un biais du cerveau. Ces deux personnes étaient mal dans leur peau, elle et lui. Ils ont eu ce qu'on appelle le phénomène à Sainte-Clause. Au bureau, ils se sont vus souvent. Eh bien, le cerveau a cru qu'il était amoureux de l'autre. Ça m'est tombé dessus. Non, c'est un biais cognitif. Faites-moi la formation de la semaine dernière si vous ne savez pas ça. Euh, Malgré ma volonté à ne jamais songer à une éventuelle liaison, c'était tellement loin de moi, lui m'avouera plus tard qu'il fut attiré le premier instant. Et oui, évidemment, hein, il a été nul pendant des mois parce qu'il n'a pas su faire, mais il était attiré. Il y a toujours, quand ça un rapport homme-femme comme ça, ou homme-homme si les deux sont gays, ou femme-femme si les deux sont lesbiennes, il y a toujours un qui est plus amoureux que l'autre. Non, non, mais les trop amis. Non, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui a envie de l'autre. Quand votre femme vous dit non, mais le collègue du bureau, il ne se passera rien entre nous. Avec cet ami, on est trop amis, il ne se passera rien. Alors peut-être, hein, mais ça veut dire que l'autre, il va être frustré. Donc, à 1 an et demi après mon arrivée, les choses se sont déclenchées. J'ai compris en quelques mots de lui, dans une conversation entre collègues, que j'étais amoureuse de lui depuis bien longtemps. Non, vous étiez victime de l'enceinte close. C'est fou, hein, quand on n'a pas la formation, quand on n'a pas les idées, comment on peut se tromper. J'étais amoureuse, condamnée à aimer silencieusement un homme, puisque nous étions mariés l'un et l'autre. Voilà. Donc les deux en relation pansement. On sait que quand on n'a pas terminé la relation avec l'autre, avec son conjoint, qu'on n'en a pas fait le deuil et qu'on n'a pas mis plusieurs personnes en poule, en comparaison, il ne faut pas aller dans cette relation-là. Lui et elle, pansement. Il semblait tellement mieux que moi, plus intelligent, plus cultivé. Oui, c'est la lune de miel. Je fus la première surprise lorsque cet homme si brillant m'avouait être amoureux de moi pendant bien longtemps. La première personne qui m'a dit ça, c'était, alors je crois que je ne faisais pas encore ce métier, c'était une personne qui avait une trentaine d'années et qui était avec un homme de presque 60 ans, je ne sais pas, 55 ans, on va dire, 25 ans de plus. Que je dis, mais qu'est-ce que. C'était pour comprendre, il n'y avait pas de jugement, c'était qu'est-ce que tu le trouves? Il dit, j'étais étonné qu'il puisse s'intéresser à moi. Alors lui, je pense, un pseudo-chef d'entreprise, un petit truc comme ça. Elle était vendeuse de cuisine, je crois, à l'époque. Voilà, ben, elle avait dit, ah, qu'est-ce qui m'intéresse, comment il fait pour s'intéresser à moi. Voilà. Vous voyez que tout se ressemble. À aucun moment je n'ai essayé de résister à cette histoire, évidemment. Mais j'ai des principes, hein. Non, jamais j'ai essayé de résister à cette histoire. Vous voyez que rien n'est cohérent avec des personnes en crise existentielle. Donc le déclaratif, hein, oui, moi j'ai des principes, jamais je pourrais faire ça. Et un moment après, elle écrit, je n'ai essayé de résister à cette histoire. Elle m'a absorbé, j'étais envoûté, séduite, la lune de miel. Malheureusement, de ne pouvoir être libre de vivre cet amour qui en était un véritablement, non, c'était une lune de miel, un pansement, une illusion. Notre histoire a commencé en feu d'artifice, comme toutes les relations pansement. Nous ne parlions de même langage amoureux. Ting, mon âme sœur.
Cet homme était très abîmé par sa vie de couple qui n'en était une. Alors ça, c'est beaucoup de mensonges aussi, hein. On raconte à son pansement. Alors, si votre conjoint a un pansement, sachez que le sujet de conversation préféré de pansement avec vous, de pansement avec votre conjoint, c'est vous. Hein, parce qu'on parle que de vous. Donc là, ils parlent que de leur couple. Il est très malheureux, ma femme elle m'a fait beaucoup souffrir. Et votre conjoint ment à son pansement aussi. Ah non, mon mari ne me touche plus, ma femme ne me touche plus. Sa femme ne lui a jamais donné d'amour, jamais. Elle était gentille avec lui, mais elle ne l'aimait pas. Il a aimé seulement longtemps, jusqu'à devenir finalement de bons amis, vivant sur le même toit, et parents d'heureux de 2 filles presque ados. Normal, phase de sécurisation. Votre bonhomme a été nul, il n'a pas su gérer sa phase de sécurisation, et sa femme n'avait pas eu non plus la chance d'avoir vos formations. À partir du moment où notre histoire a commencé, je n'ai plus regardé mon mari, je suis devenue indifférente à lui, distance, j'étais désagréable et fuyante. J'ai tellement honte aujourd'hui. Vous voyez, la honte, hein, c'est pas de la culpabilité. Des fois, mon conjoint va se sentir coupable. Non, c'est de la honte. Elle vous le dit, la dame, ce qu'elle ressentait. Écoutez les personnes en crise, vous avez des tutos, vous avez plein de témoignages ici. Vous en avez un aujourd'hui, là, c'est pas quelqu'un qui était avec un pirate, mais vous avez aussi, c'est pareil, hein, c'est les mêmes mécanismes. Je n'ai plus jamais fait l'amour avec mon mari alors que B n'était pas encore mon amant. Une forme de fidélité, hein. Je suis fidèle à pansement. Je crois que mes sentiments fonctionnaient en vase communicant. C'est ce que je vous dis tout le temps. Quand ça s'approche, quand vous vous rapprochez de votre conjoint, ça s'éloigne avec pansement. Et là, comme le mari n'a pas su faire, ça s'est rapproché avec pansement. J'aimais B, il ne pouvait plus aimer mon mari, ni lui offrir de tendresse. Il avait besoin de sexe aussi, mais je ne pouvais pas. Tout au mot près, c'est toutes les mêmes histoires. Pourtant, je n'ai réellement trompé mon mari physiquement que 8 mois après que mon amant et moi ayons ouvert nos cœurs à l'autre. C'est vrai que c'est long parfois. J'ai détruit, et donc vous avez largement le temps si... généralement, quand vous rentrez dans la communauté, c'est que la bombe a été déclarée, etc. Vous rentrez trop tard. Mais grâce aux formations, vous allez revenir ensemble avec votre conjoint. Mais vous voyez que vous comprenez toutes ces étapes maintenant. Merci en tout cas au pirate qui m'a envoyé ce témoignage. J'ai bien fait de vous faire confiance. J'ai détruit progressivement mon couple par l'absence et l'indifférence, et au bout de 4 mois, mon amant a commencé à vouloir faire évoluer notre situation. Il a commencé à parler divorce. J'aurais dû réagir, je le sais. Maintenant, tout cela était bien loin de moi. Ben oui, c'était qu'un pansement. Il me subjuguait, il avait une emprise immense sur moi. Non, vous étiez en lune de miel. Pourtant, j'ai commencé à avoir peur. Et voilà, comme d'habitude, en comprenant que je n'étais pas absolument prête pour ça. Ben non, il n'y avait pas vous n'étiez pas séparé de votre mari, vous n'aviez pas fait la passe de deuil et vous n'aviez pas mis les personnes en poule. C'est sûr que vous ne pouviez pas être prête à ça. Et l'autre boulet là d'amant, il ne savait pas non plus. Il est prêt à divorcer. J'aurais dû partir. Je suis resté, il a commencé son travail de pression. Et voilà, ça y est. Donc vous voyez qu'il y a la pression de pansement. Donc si vous faites ce qu'il faut, vous faites de la légèreté, vous faites du fun, de l'amusant, vous pensez les petites graines, quand pansement commence à mettre la pression, vous redevenez bankable. Il a commencé son travail de pression, une pression faite d'amour passionné. L'autre, il était en manque parce qu'il était en lune de miel et il s'était fait piéger. Je n'étais plus lucide, mon mari ne me parlait plus, il souffrait, moi aussi, voilà. Donc, le mari n'était pas un pirate, il a commis des erreurs. Il ne parlait plus, hein, donc elle ne pouvait plus revenir vers lui. J'avais le sentiment d'avoir rencontré... je regardais mes enfants, c'était un enfer. Oui, évidemment, hein, si vous ouvrez la main, si vous faites ce qu'il faut avec votre conjoint, à ce moment-là, la personne revient. J'avais le sentiment d'avoir rencontré 2 hommes que tout opposés, 2 hommes que j'aimais de façon différente. Exactement, la sécurité et l'aventure. Si vous devenez à nouveau la sécurité et l'aventure pour votre conjoint, il n'y a pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Chaque fois que je disais à B que je n'étais pas prête à partir, cela le rendrait malheureux. Mais tant pis pour lui, il n'est capable de faire de bêtises. Et cela me rendait coupable de son malheur. Je n'étais plus à la hauteur de rien. Voilà, l'épuisement arrive. L'idée du divorce s'est finalement immiscée dans mon couple au bout de 8 mois. Voilà, les fameux 8 mois. J'ai quitté mon mari 1 an et demi après avoir entamé ma relation adultère. Il fallait que je trouve une issue à mon désespoir. Une issue à mon désespoir. Et je suis allé vers le plus combatif, c'est fou. Je suis allé vers le plus combatif, c'est fou. Je suis allé vers le plus combatif, c'est vous. Un pansement ne peut pas lutter contre un pirate et sa communauté et sa team et sa famille et ses formations. C'est vous le plus combatif. J'ai parié sur le fait que j'étais tombé amoureuse de notre homme, c'était parce que mon couple allait très mal et que c'était irrécupérable. Et oui,
comme le mari n'a pas fait ce qu'il faut, n'a pas bossé sur lui, elle a cru que c'était récupérable. Et puis c'est mon mari qui a quitté la maison il y a 1 an et demi. Vous voyez que c'est même le mari qui est parti. Propulsion, erreur, interdit. J'ai gardé la maison, les enfants. Le coup fut terrible pour lui. Ben oui, ben, pour les deux. J'ai demandé 1000 fois pardon. Il a su pendant l'année qui a suivi combien j'étais mal dans ce choix. Il m'a prié de revenir. J'ai si souvent hésité. J'avais peur de revenir vers lui et de le faire à nouveau souffrir. Il se reconstruisait. Ben oui, hein, il a été, le mari n'a pas joué le jeu. Il n'a pas fait ce qu'il faut. Il est parti de la maison. Il a dit qu'il était malheureux. Elle a eu peur de le faire souffrir. Elle n'est pas revenue. Elle voulait revenir. Vous voyez, si elle avait eu un pirate en face, elle serait revenue facilement. Elle n'aurait pas été malheureuse. Les enfants n'auraient pas fait une semaine sur deux. Combien de fois, alors que j'étais en week-end avec mon amant, je rêvais que ce soit mon mari qui soit à sa place. C'est exactement ce qui se passe. Pourtant, je n'osais le quitter, lui avouer mon incertitude à trouver le bonheur près de lui. Je n'osais retourner vers mon mari, je n'osais rien, je doutais de moi et de toutes les turbulences que je ressentais. Ben oui, le mari n'a pas fait ce qu'il faut. Donc forcément, elle ressentait les turbulences. Je sais aussi que l'idée de quitter B alors qu'il était amoureux de moi à lune de miel et qu'il avait tout quitté, ça c'est lune de miel, c'est le capitaine qui rajoute, je ne pouvais pas lui faire ça, pourtant j'ai pu le faire à mon mari, je sais, ça n'a pas de sens. Vous voyez, elle était complètement perdue, comme toutes les personnes en crise, à la fin. Si le pirate avait fait ce qu'il faut, le mari avait fait ce qu'il faut, s'il avait été un pirate, c'était bon. Je ne savais jamais avec certitude, oh là là, bon, c'est un peu trop long. Alors ce qu'on va faire, on va s'arrêter là, hein, parce que c'est trop long, ça fait 21 minutes. Et dans la vidéo de demain, je continue l'histoire et on va voir comment ça se termine. Passez la journée que vous méritez les pirates. C'est la formation sur la décision. Mais là, justement, on y est en plein dedans. Cette piratesse, cette personne qui n'était pas une pirate, justement, n'a pas su réussir à prendre les bonnes décisions. Nous, on se retrouve à 19h pour le live si vous regardez cette vidéo en direct. On se régale. On se retrouve demain pour la fin de l'histoire. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve à 19h pour le live pour parler de la formation. Donc faites-moi la formation dans la journée pour poser les bonnes questions ce soir. Hein. Comment prendre les bonnes décisions. Merci pour ce que vous êtes les pirates. À ce soir 19h, passez la journée que vous méritez.